Ah, bonjour, on vous attendait. Bienvenue dans Éclat d'XP, notre podcast de discussion jeux vidéo. Moi, c'est Antoine. Et moi, c'est Adri. Aujourd'hui, avec Adrien, pour ce premier épisode, on s'est dit bien évidemment que ce serait pas mal de faire une présentation de ce qu'on allait mettre en avant en fait au fur et à mesure des épisodes. Et en tant que premier sujet, on s'est dit que ce serait sympa de parler des jeux qui nous ont marqués dans nos vies de gamers et de gameuses. De gamers, c'est important de faire la distinction. Ce que je vous propose du coup, c'est d'avoir une petite discussion libre pour ce premier épisode, qui va traiter des jeux qui nous ont marqués, des jeux qui nous ont beaucoup plu. beaucoup plu. Et puis comme ça, vous pourrez aussi apprendre un peu mieux à nous connaître. Si toi tu devais te présenter via un ou plusieurs jeux, bon, c'est difficile de hiérarchiser, je trouve, parce que c'est un média qui est quand même assez large avec des publics très différents. Oui. Quel jeu toi te vient à l'esprit par exemple? Pour me définir ou définir un peu mon paysage culturel. Ouais, complètement. Premier jeu qui me viendrait à l'esprit, celui qui m'a le plus marqué dans toute ma vie, c'est Pokémon. Enfin, les Pokémon en général. Je pense que toi aussi. Avec mon opus préféré, c'est Pokémon Diamant et Perle, que j'ai beaucoup aimé et que j'avais beaucoup attendu à l'époque. Oui, il y aurait Pokémon en première position, en tout cas, de tout ce qui m'a suivi au cours de ma vie, parce que bon, j'ai dû commencer à y jouer, j'avais 7 ans. 20 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et c'est marrant que tu me parles de Diamant et Perle. Mais pourquoi celui-là par rapport aux autres? Parce que du coup, j'imagine que tu as suivi... Enfin, je sais que tu as suivi la série depuis son commencement. Et pourquoi celui-là et pas un autre? Dans ma famille, on a eu Internet assez tard, et donc c'est le premier où j'ai pu vraiment, genre un an avant, voir toutes les infos sur Internet, avec le jeu qui était déjà sorti au Japon, etc. Ah oui, d'accord. Le premier sur DS aussi, premier jeu Pokémon sur DS, autre que Pokémon Dash, qui est un jeu de course rigolo, mais un peu classique des jeux DS où on voulait mettre un peu tout et n'importe quoi avec le tactile pour commencer. En tout cas, c'était le premier vrai jeu Pokémon. Il y a beaucoup de légendaires, beaucoup d'histoires, de mythes, et j'ai toujours bien aimé aussi avec Ruby Saphir, qui est un peu mon deuxième préféré, où t'as des petites quêtes avec des légendaires, etc. Même si par rapport à la version japonaise, la version européenne, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il y avait beaucoup de légendaires où c'était par événement, genre Arceus, plutôt qu'avoir la petite flûte azurée pour aller le chercher. T'allais à ton Micromania préféré avec ta petite cartouche et ta DS... bonjour, je voudrais les jeux. Il te le donne. Je voudrais Arceus. Encore la nuit, j'attends toujours mon Darkrai. Ah, mais Darkrai, mon dieu. Mais combien de temps j'ai passé à Joliberge à lire tous les bouquins, à chercher tout un tas de trucs. Ouais, j'aimais bien aussi, à cette époque-là, où on avait moins accès de manière domestique à Internet. J'aimais bien, il y avait un côté mystique à percer tous les secrets du jeu sans avoir des astuces sorties le lendemain de la sortie du jeu, tu sais. Oui, tellement. Je sais que par exemple, Ruby Saphir, j'avais pas Internet, j'avais pas de Solus. Et pour trouver les 3 cailloux, là, Regirock, Regice et Registeel, j'étais tombée en plongée dans une grotte trop bizarre avec des lettres braille, j'avais tout décrypté, j'avais enfin compris pourquoi il y avait le braille dans le mode d'emploi de Pokémon, j'avais tout décrypté, tout fait le truc, j'étais là à résoudre les énigmes, le plus ancien, oui, le plus lourd, à trouver le Pokémon qu'il faut, etc. C'était vraiment cool. Il était vraiment bien cette énigme, c'est vrai que... Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans Zelda. Et je reviens sur ce que tu disais... Moi, j'aimais beaucoup le personnage de Cynthia et on voit un petit peu le monde de Pokémon, mais dans un prisme beaucoup plus large en fait. C'est-à-dire? Tu as les vestiges en fait, il y a un côté civilisation ancienne, ça donne beaucoup plus de profondeur à l'univers en fait, et je trouvais que ça commençait à manquer un petit peu dans les 2 premiers jeux. C'est vrai qu'ils étaient plus enfantins, je dirais. Et là, alors après, il y a peut-être une limitation graphique. Je pense que ça aurait été compliqué de faire ça avec la Game Boy. Ah, je sais pas, parce que dans Or et Argent, il y a quand même les chiens légendaires qui sautent partout, parfois, à des moments. Ouais, c'est Ou vrai même que la tour cendrée, c'est ça? Non. La tour de Ho-Oh. J'ai pas le nom en tête. Il y a la tour Chétifleur, et puis il y a une autre tour à côté.
La tour Chétiflore, c'était magique. Ça. Mais ouais, quand même, c'était... Sur DS, il y avait peut-être plus de... Bah, ça a évolué, puis peut-être qu'ils voulaient faire évoluer la licence aussi. Mais c'était plus mature, en tout cas. C'était dur. Oui. Personnellement, Platine... Enfin, moi, du coup, j'ai joué uniquement à Platine. Mhm. Je crois que c'est le Pokémon qui m'a donné le plus de fil à retordre, je crois. Ah ouais? Bah, c'est vrai que c'est la transition entre les premiers et puis ceux de maintenant où c'est limite offert sur un plateau, quoi. Oui. Quoique, il y avait Noir... alors, je les connais moins, ceux-là, Noir et Blanc, qui était un Ouais. peu dur aussi, je crois. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, j'avais aussi Pokémon dans ma liste de jeux préférés pour préparer cet épisode. Et évidemment, Évidemment. évidemment. Et moi, j'ai choisi Pokémon Noir parce que mon suivi de la série a été un peu chaotique. Ouais. J'avais commencé avec la première génération. Bon, surtout nous deux, on fait partie de la génération Pokémon. Oui. On Ça pleure paraissait, dedans. voilà, ça paraissait évident en fait de penser à ces jeux ou du moins cette licence. Et j'ai choisi Noir parce qu'en fait, c'est le premier que j'ai recommencé une vingtaine d'années plus tard. Et c'est celui qui m'a permis de remettre un pied dans la série, en fait. D'accord, ouais. Et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, parce qu'il était complètement... Enfin, en y jouant, on sent qu'il y a un point de rupture, en fait, par rapport aux 4 premiers. Ouais. Et l'univers est totalement différent, même géographiquement, on voit que la région, elle est totalement différente. Le design des Pokémon aussi a beaucoup changé. Mm. Et j'ai retrouvé un peu l'essence de la passion que j'avais pour Pokémon, en fait. Bah, c'est sûr que quand tu reprends une licence après longtemps, le jeu avec lequel tu la reprends a une saveur plutôt Toute différente. particulière, Ouais. ouais, c'est ça. Pour la difficulté, bah, je saurais pas trop le jauger. Je l'ai peut-être trouvé un petit peu plus dur, effectivement, que la 6e génération et les remakes qui ont suivi. Mais il m'a pas particulièrement marqué en termes de difficulté. Moi, c'est vraiment Platine. Quand j'y ai joué, j'avais limite l'impression d'avoir accès enfin à un mode de sélection de difficulté. Ah ouais. Bah, il y avait dans Platine, il y avait Giratina, là, où tu marchais sur les murs, trop chelou. Le level design de cette partie du jeu, c'est juste fantastique. Ouais, bah Faut que je le c'était... trouve. D'ailleurs, je crois pas que c'était refait dans d'autres Pokémon, ce genre de truc. Ça me fait légèrement penser au voyage dans les failles spatio-temporelles dans Soleil, Lune, Ultra-Soleil, Ultra-Lune, mais pas en aussi créatif en fait. À Bah l'époque, là, vu les moyens tu qu'ils rentres dans avaient. ta faille, et puis voilà, quoi. Oui, c'est ça. Là, c'était beaucoup plus... Et on s'y attendait pas du tout en termes de ton et de rythme en fait par rapport au Non. reste du jeu. Non, c'est vrai que c'était plutôt surprenant, en plus comme c'était l'époque, enfin moi pour moi, où l'internet, tout ça, c'était pas vraiment quelque chose auquel je pensais direct quand je voulais une info. Bah Ouais. moi je m'y attendais pas du tout, quoi. Oui. Bah, d'où la surprise. Aussi, il y avait moins la culture du spoiler. Oui, que maintenant où c'est ouais, j'ai l'info en premier, tiens! Et tu fais ouais, mais je Oui, voulais pas l'avoir, l'info. Eh bah ou tant limite à la pis. sortie d'un jeu, il y a déjà la Solus postée en format texte et en vidéo sur YouTube, quoi. Ouais, c'est le streamer qui ira le plus vite à finir le jeu qui aura gagné la Ouais, coupe, quoi. il y a un petit peu ça, ouais. Bon, c'est bien, on aura déjà parlé du fameux sujet Pokémon, même si je doute pas qu'on fasse un épisode entièrement consacré à la licence. Ah bah y a beaucoup de choses à dire sur Pokémon, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Bon, je pense qu'on va essentiellement brosser des licences assez connues. Quoique, je pense que parmi les jeux auxquels toi tu as peu joué, il y aura peut-être quelques perles. Ah, quand je vois ma liste, c'est plutôt des licences connues, hein. Plutôt des licences connues. Ok. Moi, j'ai quelques jeux, du coup, là, qui sont un peu en décalage, quoi. Du coup, parle-nous de ces jeux un peu décalés qui t'ont marqué et que tu adores. En jeu décalé, alors, je sais pas si on peut vraiment parler d'un jeu décalé maintenant, parce que c'est une licence Nintendo un petit peu surprenante, mais je pouvais pas ne pas parler de Bayonetta. Ah, fameux Et Bayonetta. tu connais mon amour pour Bayonetta. Oui. Euh, c'est un jeu que j'ai un peu découvert par hasard. Le premier opus est sorti beaucoup plus tard que le jeu Pokémon, donc je vais pas me permettre de faire d'analogie. Mais je l'avais chopé dans un magasin qui n'existe plus d'ailleurs, enfin, au prix dérisoire de 5 euros. Ah ouais. Alors, tu sais, c'est ce genre de moment où tu soulèves le jeu et tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer en fait. Ouais, tu prends un peu un jeu au pif, tu vois 5 euros, Ouais, tu te c'est dis ah ça. tiens, Ça, allez.
Ça peut être cool L'air de- et... Ouais, carrément. Ça avait l'air d'être un jeu un peu nanar, un peu vieillot. Je connaissais rien du jeu, hein, j'avais pas du tout suivi l'actu à son sujet. Hmm, Et comme aujourd'hui, il a un peu son statut de jeu culte, enfin, tu peux tout de suite savoir que c'est un jeu qui a pas super bien été vendu à sa première publication, en fait. ouais. Et du coup, j'ai bien accroché. Au début, c'était un peu très très étrange. J'ai fait quelques recherches sur le jeu, je me suis rendu compte que c'était la même équipe qui avait fait Devil May Cry, Hmm, qui est une licence que j'aime beaucoup. Mais dans Bayonetta, il y a vraiment un côté beaucoup plus barré, en fait. Euh, Complètement assumé, malgré un petit budget. Et ça m'a changé toute ma manière de concevoir le jeu vidéo, en fait. Ah ouais, à ce Alors, point-là. ouais, la manière de voir le personnage principal, de voir comment il évolue, Hmm, l'histoire était un petit peu difficile à suivre, mais tu t'attaches quand même au personnage, c'est vraiment... enfin, ça m'a vraiment pris au dépourvu, déjà parce que je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire, ouais. et c'est un jeu que j'ai pris plaisir à reprendre sur Switch, et bon, bien évidemment, quand j'ai appris que le jeu avait été repris par Nintendo, je me suis dit, pourvu qu'on ait une suite, on a beaucoup attendu et qu'on a fini par avoir le Bayonetta 2, qui est un petit peu plus court, un petit peu plus accessible, parce que c'est Hmm. un jeu qui est quand même très très difficile, mais que j'aime autant. C'est vraiment un jeu qui m'a vraiment marqué, que j'aime vraiment vraiment beaucoup, et un jeu qui est très demandeur d'un point de vue de son gameplay en fait. Là, le beat'em all, tu sais, où Ouais, où tu... tu appuies sur ton bouton et t'attends et t'appuies et C'est tu gagnes, ça. quoi. C'est ça, il demande beaucoup de précision et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais bien les jeux comme ça qui étaient très demandeurs, Hmm, qui demandent de la patience, du temps et de la pratique aussi. d'accord, ouais. Une super belle découverte pour l'époque du coup et qui m'a suivi très très longtemps vu que maintenant le beat'em all est un genre qui est quand même assez courant. Hmm. Celui-là est toujours resté au-dessus des autres, quoi. Au point où j'en suis même arrivé à mettre sur un piédestal le studio qui l'a réalisé, Platinum Games, mais bien sûr. Ouais, qui est juste magistral. bah, ils font pas mal de trucs cool. Je pense que Astral Chain, c'est aussi pour ça que tu l'as beaucoup aimé. Ouais, je l'attendais vraiment vraiment beaucoup et limite c'est devenu une des raisons pour laquelle j'avais décidé à l'époque du coup de prendre la Switch. Ah ouais, carrément. Quand je l'ai vu, ça m'a vraiment déboussolé l'univers, la direction artistique, Hmm. le gameplay du coup, parce que je savais que ça allait être un gameplay bien précis comme Platinum Games aime le Aime faire. faire, ouais. Ah, c'est Et vrai que du c'est coup, plutôt ardu, ouais, pour tous les combos, le côté double stick avec... j'adore justement, bah, pour Astral Chain du coup, ce côté gameplay asymétrique en fait. Hmm. Où tu contrôles ton personnage et la bête auquel il est lié. La Légion. Et La je crois que c'est Légion. un jeu qui n'a toujours pas fini. Non, j'ai toujours pas fini, faudrait que C'est j'y mette. l'occasion. Parce que moi, pour le coup, bon, j'ai pas fait Bayonetta, mais Mhm, Astral Chain m'a un peu déçue parce que je le compare à un autre jeu de Platinum Games, mhm. qui est, et de Square Enix, qui est dans ma liste aussi. C'est Nier Super, Automata. superbe transition. C'est Nier Automata que j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit pour la musique, les personnages, Mhm. combat, l'interface. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose... dans Nier Automata, t'es assez libre en fait. Ouais. Et enfin, ton personnage il vole partout. Tu peux me limite dire. Enfin, tu marches pendant les phases tu marches pendant les cinématiques. Tu peux limite taper le personnage qui est en train de te parler. Enfin, bon, Ah oui, c'est t'es ultra dynamique. t'es très libre, c'est très rapide. T'as la caméra, enfin, tu bouges partout Ouais, sans réel. j'ai C'est pas linéaire, enfin, c'est pas fixe. Alors que Astral Chain, pour le coup, c'est un bon jeu, rigide. hein, je le conseille. Mais c'est très rigide. Oui. Même dans l'histoire, c'est très cliché. Alors que Nier Automata, même si tu t'attends un petit peu à deux trois trucs, c'est vraiment un peu surprenant. Et puis comme tu t'attaches vraiment au personnage, etc. Enfin,
Mhm. Alors qu'Astral Chain, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher. Sûrement parce que je le comparais beaucoup à Nier Automata. Malheureusement, il y a toujours une petite comparaison dans ces moments-là. Mm. Je reviens sur ce que tu disais justement d'Astral Chain. C'est vrai que ce qui m'a particulièrement choqué au début, c'est la très faible mobilité de ton personnage, justement, Mm. qui s'accroît quand même hein, au fur et à mesure du jeu. Mais je comprends que ce soit quelque chose d'assez frustrant dès le début. Et le fait que tu puisses pas sauter, tout simplement. Ah oui, mais ça... Alors que dans Nier Automata, tu fais des doubles sauts, tu planes avec ton droïde, tu fais des doubles sauts esquives pour dasher, enfin c'est... Mhm. Après, C'est ça beaucoup reste... plus mobile, ouais, je Ah. comprends. Et c'est un sentiment que je retrouve dans Bayonetta. Mm. Le personnage est ultra mobile, c'est ultra fluide en termes de mouvement, varié, c'est vrai que Alors c'est qu'en assez soi, prenant. le combat dans Nier Automata, c'est une attaque légère, une attaque lourde, tu sautes, ton Mhm, stick, et puis t'esquives, et puis c'est tout. Mais même si tu te répètes pas mal, tu peux tellement... Enfin, dans tes touches, tu te répètes beaucoup, mais tu peux tellement bouger comme tu le souhaites que mhm. bah, c'est assez plaisant, même si ça peut paraître un peu... j'appuie sur mon bouton sans m'arrêter, mais c'est pas comme ça. Ouais, bon, malheureusement, j'ai jamais pu jouer à Nier Automata, mais comme je suis fan de Platinum Games, forcément, j'en suis arrivé au stade où j'écoute la bande originale sans avoir joué au jeu. Mhm. On en est là. Mais justement, si ton personnage est ultra mobile, mais que le gameplay reste simple, ça reste d'autant plus satisfaisant en fait. Bah, c'est à la fois difficile, mais ça se prend en Ouais, main, quoi. Le seul truc que j'ai pas trop aimé dans Nier Automata, c'est les phases de piratage. attention. Qui D'accord, sont... ouais, ok. J'ai déjà passé 4 heures sur une phase de piratage, mais comme je voulais avoir la fin de l'histoire tellement j'aimais le jeu, je suis vraiment restée les 4 heures Ouais. devant mon PC à faire allez, dégomme-moi ce truc. C'est vraiment les parties que je ne souhaite, j'ai pas hâte de refaire, disons, dans ce jeu. Mais sinon, c'est vraiment un jeu assez chouette et j'aime beaucoup aussi le principe de. Tu joues pas. Parce il y a Nier avant ça, et après Mhm. t'as Nier Automata, et j'ai beaucoup aimé le fait que tu n'aies pas besoin de jouer à Nier pour jouer à Nier Automata. Oui, Comme si tu oui, joues oui. pas à Nier Automata, ça te gâche pas le plaisir d'avoir joué à Nier. Et si t'as Mm. jamais fait la fin numéro 1 de Drakengard, qui est l'introduction de l'univers de Nier et de Nier Automata, bah ça te gâche pas le plaisir non plus en fait. C'est à la Ouais. fois très lié tout en étant très déconnecté, et c'est peut-être un peu de la masturbation intellectuelle comme on dit, mais j'aime beaucoup le principe. Non, je vois bien. Et puis ça te permet aussi de garder un côté accessible pour les joueurs. Hmm. Bah oui, parce que bon, moi je sais que j'avais pas la... J'ai jamais d'ailleurs pu jouer pour l'instant en émulateur à Nier. Et Mhm. par contre, Nier Automata, j'y ai joué, j'y ai bien joué. Bah pour le coup, après avoir vu quelques vidéos de gameplay de Nier Automata, je me suis un petit peu renseigné sur l'histoire. Mhm. Et bah, ça m'a poussé à regarder des vidéos de gameplay de Nier, qui à l'époque avait l'air super avant-gardiste en fait. Mhm. Et c'est vrai que bah, ça donne envie quoi. Alors malheureusement, je pense que c'est peut-être un jeu qui a un petit peu vieilli maintenant. Il a un peu vieilli maintenant. Alors moi, je l'avais regardé en let's play sur la chaîne d'Atomium. Je sais pas si j'y jouerais, même si l'histoire est vraiment cool pour le coup. Ouais. Peut-être même un peu plus recherchée que... Quoique non, pas un peu plus recherchée. Non, elle vaut Nier Automata niveau histoire, je trouve. Mhm. C'est peut-être pas objectif parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages de Nier Automata, Oui, bah oui. mais par contre, je pense pas que j'y jouerais parce que c'est vrai que tu sens le jeu un peu vieux, quoi. Ouais. Alors après, bon, c'est peut-être moi qui suis un peu difficile, je ne sais pas. Ouais. Non, après, c'est un ressenti, hein. Tu n'as pas forcément joué à un jeu. Mm. On a quand même l'habitude d'une modernité dans les jeux, donc c'est vrai que certains qui ont mal vieilli, ça me paraît légitime. Mm. Ça donne un bon exemple de sujet à traiter dans un prochain épisode, du En coup. effet. Ouais. Et autre chose intéressante aussi avec tout ce qui est Nier Automata, tout ça, Ouais. c'est que, alors, on n'aime pas l'idée. Personnellement, mon avis est assez mitigé. De base, Nier,
T'as 2 versions, t'as Nier Gestalt et Nier Replicant, alors je sais plus laquelle est laquelle, mais en gros t'as la version japonaise, j'ai oublié le créateur de Nier Automata, de Nier, c'est une honte, bon bref, où le créateur avait fait un frère et une sœur, et le frère veut protéger sa sœur d'une maladie. Et quand ça a été pris par les Américains, chose qu'ils font souvent, c'est qu'ils remettent ça au goût un peu américain, et ça passe d'une relation père-fille plutôt que frère-sœur en fait. Et beaucoup de gens... étrange. Le truc c'est qu'ils ont complètement du coup cassé le travail peut-être de narration du créateur de Nier ou Nier Automata. Personnellement, j'ai pas vu le let's play avec le frère-sœur, la relation frère-sœur, mais j'ai beaucoup aimé le let's play avec la relation père-fille, mais peut-être plus impactant, alors je sais pas... Peut-être que c'est une question de sensibilité personnelle, pour le coup, je sais pas. Mais ça rajoute encore une fois un petit peu un côté un peu mystique, un peu... je trouve à toute cette licence que j'aime beaucoup. Ouais. Qui m'intéresse pas mal aussi, du coup, plus t'en parles, et c'est vrai que j'ai toujours voulu m'y mettre. Et la difficulté aussi maintenant, c'est que avec les différentes plateformes qui ont été utilisées, etc., on s'y perd un peu. On s'y perd un peu. Alors, je crois que c'est PS3 pour venir, mais il faut trouver un émulateur avec... ce qui n'est pas gagné. Et puis du coup, PS4 et puis PC pour Nier Automata, mais encore faut-il avoir un bon PC qui le tourne et qui le tourne encore même après l'avoir tourné. Le mien ne le tourne plus par exemple, donc c'est un peu rageant, mais... Ouais, moi, clairement, je fais partie de la première catégorie. Il y a un PC friteuse. Je peux même pas te prêter mon ordinateur pour que tu joues parce que il le tourne même plus, c'est rageant. Ouais, non, je comprends bien. Et ça me permet de faire la transition sur un jeu qui m'a coûté un PC, littéralement. Alors, je sais pas si c'était par rapport à ses caractéristiques techniques ou autre, ou simplement le fait que j'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. C'est Borderlands 2. Ah, je savais que t'allais en parler. Ah, ça va. Je pouvais pas ne pas en parler. Alors là, c'est bon, typiquement un gros virage de genre par rapport à ce dont tu nous parlais avant sur le livre. Parce que là, bon, pour le coup, c'est un FPS, ouais, avec une dimension un peu RPG. Ce qui m'avait séduit dans le jeu, c'était sa direction artistique. Ah oui, elle est cool. C'est vraiment un peu comme une belle photo. Quand tu la vois, tu sais qui l'a prise. Là, le jeu, quand tu le vois tourner, tu sais que c'est Borderlands. Et j'ai été saisi aussi par l'humour, vraiment omniprésent dans les premiers, enfin jusqu'au troisième. Un humour un peu acide, un peu noir, un peu censuré aussi par moments, donc c'était vraiment intéressant. Bon, aussi moi c'était le début de des fonctionnalités connectées sur les consoles. La plupart de mes jeux, en fait, je les joue en solo. Je crois que c'est pas ton cas d'ailleurs, toi tu préfères plutôt... Je joue plus souvent en multi en ce moment, même si j'apprécie un petit jeu solo. Donc je redécouvre un peu les plaisirs du jeu solo. Mais... Titre. Ouais, donc Borderlands 2 m'a amené sur le plaisir de jouer en multijoueur sur internet. Bon, en plus, je pouvais jouer avec des amis et je m'y suis vraiment perdu. C'est un jeu typiquement qui est designé pour être infini, mais j'en suis vraiment arrivé au point où bon, c'est assez typique comme fonctionnement. Il y a 4 classes, voire 6 avec les DLC. Tu choisis une classe que tu gardes pendant le jeu, qui a des fonctionnalités et des pouvoirs très différents les uns des autres. Ouais. Et j'ai tellement joué à ce jeu que je crois que je l'ai fini à 100% 2 fois. Donc déjà ça commence. Et j'ai dû créer au moins un personnage de même classe. J'ai dû le faire au moins 4 fois. Ah ouais. Avec des arbres de compétences différentes, donc du coup des personnages qui avaient des synergies avec d'autres personnages assez différentes. J'ai vraiment eu une passion pour ce jeu qui a duré plusieurs années. Et malheureusement, mon PC n'a pas survécu. Oui, je me rappelle parce que ce jeu, bon, il a pas la même place dans mon cœur qu'elle n'a dans le tien, mais elle a une place importante quand même parce que c'est un des seuls jeux qu'on a fait tous les deux en multi. Avec peut-être... On a fait un peu de Don't Starve, mais je sais que Borderlands, on en faisait souvent.
Et c'est vrai que moi j'étais complètement perdue, en plus les FPS, TPS, tous ces trucs-là, c'est pas vraiment la Pareil, hein, catégorie de jeu auquel j'ai beaucoup joué, bah, je crois que c'était un des ouais, premiers que je faisais, et c'est vrai que Mhm. de te voir tout connaître par cœur, et bah, prendre ton pied littéralement à jouer Ouais, à ce jeu, c'était un plaisir en plus de partager ce moment avec toi. ouais. Il faudrait qu'on allonge cette liste de jeux en coop. Oui, Faudrait qu'on se retrouve un jeu à faire en coop, là, ce serait vraiment sympa. Surtout que c'est plutôt bien l'occasion en ce moment. bah avec toutes ces distanciations, tout ça, ouais, c'est vrai Ouais. que ça permet de Et partager des moments tout en étant en sécurité. ouais, complètement. Et c'est marrant que tu me disais le fait de connaître tout le jeu, parce que c'est vrai que t'étais devenu un peu mon jeu confort. Et j'en arrivais même à lancer des parties sans sauvegarder, avec des persos, et de faire, tu sais, une portion du jeu jusqu'à en avoir marre. D'accord, ah ouais, genre limite Genre un énorme. petit Nuzlocke de Borderlands où bah si tu mourais, C'est un peu c'était fini ça. quoi. C'est un peu Un ça, petit ouais. die and Et retry. non, ce jeu m'a pas mal suivi et j'en garde des bons souvenirs. Un jeu qui t'a forgé, ouais. Pour un Clairement. peu embrayer à la fois sur le même thème et pas vraiment. Ah, Alors c'est ah. un jeu auquel j'ai pas joué depuis longtemps, même si j'ai Mhm, acheté son genre de, pas remake, mais portage sur Steam. Et j'y jouais beaucoup avec mon frère et ma soeur quand on était petits, sur GameCube, une de mes consoles mhm. préférées, parce que c'est celle auquel j'ai le plus joué avec ma famille. C'est une C'est... console qui est très impressionnante. Bah, en tout cas, je pense, par les gens de notre génération, c'est celle où on était Ouais, encore totalement. assez petits pour avoir le temps de jouer et l'envie de jouer tous ensemble avant de devenir des ados boutonneux insupportables. Mais c'est Sonic Adventure Battle 2. Quelque Alors, chose. je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors, on y a joué, mais des heures et des heures, mais que ce soit ensemble ou séparément en regardant l'autre y jouer, à faire. Mhm. T'as des courses, t'as un jeu de. Tu recherches des émeraudes, t'as un petit jeu de baston un peu nul, mais bon, c'est rigolo. Tu peux t'occuper des petites Chao, tu sais, les petits bonhommes bleus de Sonic. T'as de l'histoire, et on a passé D'accord. des heures en famille à jouer à ce jeu. Et c'est vrai que bah, c'est un jeu qui est un petit peu c'est pas en multi en ligne, mais c'est Mhm. multi-local, et c'est vrai que bah, c'est important aussi D'accord. dans les jeux. Et récemment, j'ai découvert les speedrunners sur ce jeu qui sont assez malades. Je sais pas, Ça doit être toute une génial. histoire sur une quinzaine d'années de nouveaux bugs trouvés, de nouvelles failles du jeu exploitées, etc. Et c'est un petit jeu qui a une place dans mon cœur, même si j'avais essayé de m'y remettre, et c'est vrai que ça a vieilli, quoi. Ouais, je veux mais, bien euh, croire. Et du coup, mais voilà. ça fait partie de ces Sonic qui sont en 2D ou Non, c'est celui qui est en 3D? ils sont en 3D, ouais. D'accord, ok. En 3D sur Ils GameCube. ont... Certains ont très mauvaise réputation, ce que j'ai cru. Attends, je réfléchis. Bah, il y avait XD que j'avais fait qui était pas mal. Alors, c'est vrai que si ta caméra a décidé de partir aux fraises, je suppose que elle partait aux fraises, mais à l'époque, moi ça me choquait pas trop parce que, comme je te dis, je n'avais pas internet. Hmm. Moi, j'étais contente de jouer à un jeu Sonic. Ouais, ouais, ouais. Et on était moins Euh, demandeurs aussi à l'époque. Voilà, on était peut-être un peu moins. Puis bon, à l'époque, je veux dire, les caméras aux fraises, c'était un petit peu mieux que sur la 64 sur GameCube, donc on n'allait pas se plaindre, Ouais, quoi. c'était monnaie courante, hein. Voilà, Le passage à c'était. la 3D, il a été un petit peu chaotique, quoi. Ah, c'était la base. Je pense même qu'encore sur des jeux récents, maintenant, des fois, on dit à la caméra, mais que fais-tu? C'est Ouais, assez ouais. rare, mais ça arrive. Je me rappelle de X et Y, le premier jeu Pokémon 3D, où je m'étais demandé où était partie la caméra, mais... Ah oui, effectivement. J'avais beaucoup aimé celui-ci quand même. Ah, moi, c'est la fin. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire après la ligue. Et... Non, la quête de fin de jeu, elle est très ponctuelle et super intéressante, je dois quand même le dire. Oui, c'est les 10 Et- enquêtes, là. ouais, j'avais bien aimé le ton qui changeait d'un coup. C'était à la fois beaucoup plus adulte et ça me donnait même l'impression d'une, comment dire, comme un épisode hors sujet Hmm. dans le monde de Pokémon, mais pas forcément lié. Enfin, c'était vraiment sympa. En plus, le personnage, je sais plus comment il s'appelle, du détective, il est plutôt attachant, donc...
Mais ce que j'avais pas aimé, c'est qu'il y avait très peu de... Il y a une putain d'histoire avec une guerre antique, un canon, un légendaire qui les sauvera tous. Enfin, on nous voilà Oui. partis vers le Mordor, limite, et ça se termine. Et puis après, tu vas dans une grotte chercher un truc verdâtre, tu sais pas trop ce que c'est. Ouais, Et puis tu sauras non, jamais je ce que vois. c'est parce que voilà. Et ça m'avait un peu déçu. Non, je vois très bien. Petit aparté Pokémon, hein, ça Oui, va oui. arriver souvent. Donc voilà, oui, Sonic Adventure Battle 2, le multi. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, tu me donnes envie de rebondir, faire un jeu. Rebondir, c'est le mot, c'est le cas de le dire. Sur un jeu un peu old school. J'y ai joué beaucoup trop jeune. C'est Tomb Raider, et en particulier le 4e. D'accord, alors je connais pas du tout les Tomb Raider, donc je sais pas du tout. On y avait joué un petit peu tous les deux, tu m'avais montré, où je faisais le camion qui reculait. D'accord, ah oui, c'était les vieux, ceux-là, je crois. Et où j'avançais en faisant des saltos parce que j'arrivais pas à bouger sinon. Donc je t'écoute. Je crois que c'est le 5 que je t'avais fait tester. D'accord. Le 4 parce que je l'avais eu dans dans une petite boîte en plastique pour la PlayStation 1, jeu que j'ai malheureusement revendu depuis. Et en fait, c'est typiquement le genre de jeu où pas du tout guidé, comme maintenant, t'as plus de flèches, votre prochain objectif est ici. Donc ouais, c'est assez grisant quand on y repense, mais il m'avait beaucoup plu parce que déjà je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le public adapté, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque. Et Tomb Raider sont notés comme des jeux d'aventure, mais je maintiens quand même à dire que les premiers avaient une ambiance tellement et une ambiance sonore tellement particulière que personnellement moi j'arrive à les considérer comme des jeux d'horreur en fait. Ah Alors ça se ouais. discute. Voilà, le 4 m'a particulièrement marqué parce que j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer. Les mouvements de la race sont un peu, comment dire, très liés aux inputs de la manette. Ah. Donc, quelque chose d'assez mécanique. Ces mouvements sont très très mécaniques, donc ça plaît ou ça plaît pas du tout. Quand j'ai joué la première fois, ça m'a pas du tout plu. Au point où j'arrivais même pas à passer le tutoriel en fait. Ah ouais. C'était vraiment à ce point-là. Donc je pense que j'avais quand même réussi à passer jusqu'à la phase de tutoriel pour arriver jusqu'à une phase de course en fait qui permettait d'avancer dans le jeu. Et en fait je me suis retrouvé coincé. Donc j'ai laissé tomber malheureusement. Et je suis revenu des années plus tard à y jouer grâce à Steam d'ailleurs. Et je me suis dit mais c'est génial en fait. Le personnage de Lara est assez particulier mais qu'elle est assez dur. Hein. Puis bon elle a ses moments aussi. On n'est pas forcément pas très amical, on va dire. Et voilà, l'histoire est géniale. On n'est pas du tout guidé. Donc il y a vraiment un sens de la découverte et de l'aventure dans ce jeu que je trouve qu'on retrouve moins en fait avec le temps. Et même dans les deux derniers jeux par Square Enix, on retrouve pas forcément. On est beaucoup plus guidé en tant que joueur. Ouais, bah maintenant les jeux c'est... Oui, on est quand même un petit peu plus guidé maintenant. Après, j'ai l'impression, je sais pas si ça va me rejoindre sur ça, mais que maintenant on a quand même un petit peu plus le choix sur certains jeux, dans les options de supprimer les objectifs, des interactions en fait entre le joueur et le contenu du jeu. C'est-à-dire Par exemple, bon, j'ai joué récemment, mais Paper Mario Origami King, que j'ai adoré, au point que limite je me demande si je le rajouterais pas à cette liste d'ici quelques temps. Et dans les options en fait t'as le choix par exemple de supprimer tes points d'objectif, tes points d'intérêt, tu vois, ce genre d'options en fait. Par exemple t'as des jeux alors je l'ai pas forcément en tête. Genre, tu enlèves les petites flèches qui t'indiquent où est-ce que tu dois aller ou des trucs comme ça Oui, c'est ça, tu peux supprimer la minimap, tu peux supprimer D'accord, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, c'est vie, cool. C'est cool, comme ça, ils laissent les joueurs le choix de entre guillemets, se laisser guider et passer un bon moment sans trop se prendre la tête. Oui, c'est Ou ça. inversement, En fait, de se prendre la tête un peu plus, mais de prendre le plaisir de chercher, quoi. Et toutes les options qui te permettent de modifier le HUD en fait de ton jeu. Et par exemple, dans Zelda, le dernier Zelda Breath of the Wild, moi j'ai pris vraiment plaisir à jouer en mode pro. Dans ce mode-là, tu as juste les cœurs de visibles en fait, en guise d'interface. D'accord, ah ouais, c'est vraiment... Ouais, je sais pas si tu as joué à ce mode-là. Non. D'accord.
Parce que par exemple, toi sur ta carte, tu vas avoir la minimap en bas à droite, je crois, Ouais. les différents pouvoirs auxquels tu as accès sur la gauche. Ouais. Et en fait, moi, j'avais pas du tout ça en fait. Mais oui, il y a une option comme ça, oui. Je Ouais, crois c'est même ça. que des Et fois tu peux enlever les cœurs. Oui, c'est ça. une des fonctionnalités de mon écran se résumait à les cœurs que tu as. Et je trouvais ça beaucoup plus immersif en fait. Enfin, moi personnellement, j'ai adoré. En plus, le jeu est tellement beau que... Oui, bah limite, j'aurais tendance à le mettre sur ma liste aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai pas fini encore, mais il est vraiment beau. Je sais quand je l'avais lancé, j'étais... Ah ouais. Et Ouais, je me suis pris plus d'une fois à marcher puis à m'arrêter, à juste regarder le décor. Ce qui ouais, est pareil. rare sur un jeu Nintendo, je fais souvent ça sur Guild Wars 2, qui n'est certes Mhm. pas sur cette liste, parce que je l'ai peut-être pas assez farmé par rapport à d'autres personnes, et je l'aime surtout pour le côté personnalisation et les montures qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se poser dans un jeu et de regarder juste le paysage, quoi. Ouais, j'adore la dimension contemplative dans certains jeux. On a tendance à mettre de côté, je trouve. Nier Automata, par exemple, hein, Ouais, ouais, il est très 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 beau. avec ces immeubles détruits, avec la nature qui reprend ses droits, c'est plutôt joli, quoi. Un peu Et badant, mais joli. cette espèce d'esthétique post-apocalyptique, c'est quand même vraiment sympa. C'est un sujet très joyeux pour conclure cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt. Suivez EclatXP sur Instagram, Facebook, YouTube ainsi que sur SoundCloud. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Oui, et partagez-nous vos éclats d'XP.